Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous consacrer du temps pour ce webinaire. Alors, nous avons invité notre partenaire Data Value Consulting qui va nous partager aujourd'hui son diagnostic sur les principaux problèmes qui conduisent à une planification financière inefficace. Nous avons également invité Longview Solutions, qui est un de nos partenaires technologiques, qui propose une solution de planification financière basée sur des processus métiers et une solution qui a été adoptée par des groupes comme Orange ou Veolia, par exemple. Avant de commencer, voici quelques instructions concernant ce webinaire. Tous les participants sont réglés sous le mode muet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Il y a une fenêtre prévue à cet effet en bas à droite de la session. Nous recueillerons l'intégralité de vos questions et nous y répondrons dans une phase finale de ce webinaire. Concernant les intervenants d'aujourd'hui, nous avons avec nous Benoît-Henri Michel, qui est consultant senior EPM stratégie chez Data Value Consulting, Jérôme Cuquier, manager solution chez Longview, et moi-même, Stéphane Toll, en charge de la partie commerciale chez Limpida. Quelques mots sur notre société, donc Limpida. Limpida est une société de conseil spécialisée sur les sujets de la gestion et du pilotage de la performance et de la business intelligence. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les directions financières, les équipes du contrôle de gestion sous l'optimisation de leur système d'information décisionnelle et de manière plus opérationnelle sur toutes les problématiques liées à la l'élaboration budgétaire, du reporting financier et opérationnel. La spécificité de Limpida, ce sont ses consultants qui possèdent une double expertise, une double compétence, à la fois technique et métier. En effet, il est important pour nous qu'ils comprennent vos problématiques métiers pour mieux implémenter les solutions EPM. Concernant nos offres, nous intervenons sur toutes les phases clés d'un projet EPM, à savoir l'accompagnement sur l'aide au choix d'outils, l'aide à la rédaction des cahiers des charges, le cadrage fonctionnel et technique, puis sous toutes les phases d'implémentation, mise en œuvre technique, fonctionnelle des solutions EPM, les phases de test, recettes, formation utilisateur. Nous avons également un centre de service de TMA qui permet de continuer d'accompagner tous nos clients, même après les phases de Go Live. Je laisse donc aujourd'hui la parole à Benoît-Henri qui va nous présenter Data Value Consulting. Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc Benoît-Henri Michel, je suis actuellement consultant AMOA au sein du pôle finance de Data Value Consulting. J'interviens donc sur toutes les phases d'assistance à maîtrise d'ouvrage de nos projets d'implémentation de solutions EPM. Alors Data Value Consulting, c'est un acteur indépendant du conseil, spécialisé dans la valorisation des données. Notre expertise s'appuie sur une double compétence, à la fois conseil stratégique et technologique. Elle provient de nos fondateurs qui sont issus de grands cabinets de conseil et de SN et qui ont été rejoints à ce jour par près de 170 consultants expérimentés, dont la plupart sont certifiés sur les technologies les plus en pointe. Nous accompagnons nos clients depuis la formalisation de leur stratégie jusqu'à la mise en œuvre de leurs projets. Et à ce propos, nous disposons d'une offre conseil, stratégie IT, AMOA, Master Data Management, stratégie digitale, et nous intervenons dans des domaines d'expertise numérique variés comme le Big Data, l'ABI et le PM. En ce qui concerne spécifiquement la gestion de la performance financière, nous intervenons auprès de grands comptes, comme vous pouvez le voir pour nos références, dans le cadre de projets essentiellement au forfait et dans différents secteurs, l'industrie, le secteur public, la grande distribution ou les services. Et nous aidons également de plus petites structures très innovantes et leaders sur leur marché. Merci Benoît-Henri. Alors, concernant l'agenda, dans un premier temps, je vais repasser la parole à Benoît-Henri qui va nous dresser un état des lieux et un constat de la planification financière. Puis, il va exposer les tendances du marché, mais aussi les bonnes pratiques qui soutiennent des trajectoires d'amélioration. Nous passerons à la démonstration de la solution longue vue plan et dans un dernier temps, nous terminerons par la session questions-réponses. Je laisse la parole à Benoît-Henri. Donc sur l'état des lieux de la planification financière, il faut tout d'abord se focaliser sur la fonction finance en tant que véritable business partner. En effet, la fonction finance se trouve au croisement de fonctions transverses et opérationnelles de l'entreprise. D'un côté, des fonctions comme la RH, le marketing, la DSI, et de l'autre, les départements métiers. Donc la finance possède une vision d'entreprise de l'ensemble de ses activités et doit être considérée
comme un véritable partenaire sur lequel les dirigeants peuvent s'appuyer pour élaborer leur stratégie et le développement des activités du groupe. Donc la fonction finance doit comprendre et challenger les problématiques de l'ensemble de ses interlocuteurs métiers et transverses, tout en gardant le cap fixé par le plan stratégique. Et en ce sens, les principaux défis pour la fonction finance afin de piloter au mieux l'organisation seront de fluidifier les processus de prévision entre les différents départements support et métiers, garantir la qualité des données collectées, simplifier et rendre accessibles aux utilisateurs les solutions de gestion de la performance, et enfin, surtout, augmenter la fiabilité, la sécurité et la traçabilité de l'ensemble de son système de pilotage. Donc, compte tenu de ces nombreux challenges, l'EPM, Enterprise Performance Management, reste une des solutions idéales pour remplir tous ces objectifs. Ce qu'il faut dire de l'EPM, c'est que c'est aussi un cadre technologique et méthodologique. Il va permettre en fait à la société, à l'entreprise, à fixer une stratégie à partir de laquelle des objectifs vont être déclinés et planifiés dans le temps avant que des actions ne soient mises en place pour exécuter cette stratégie. Donc concrètement, l'EPM va utiliser un ensemble d'outils qui gravitent autour de bases de données multidimensionnelles pour aboutir à des reportings structurés et répondre ainsi à des besoins de restitution d'indicateurs clés de performance pour l'entreprise. Par exemple, des résultats financiers, le suivi des CAPEX, des investissements, les tableaux de flux de trésorerie et bien évidemment des comparaisons entre le réalisé, le budget et des prévisions ultérieures. Donc le management va pouvoir utiliser cette palette d'outils pour anticiper les évolutions de l'activité et ajuster ses choix stratégiques. Au cadre, au sein de l'EPM, en fait, il faut voir que toutes ces données sont accessibles, sécurisées dans un modèle structuré, normalisé et largement automatisé, selon les règles de gestion que l'organisation mettra en place. Donc, l'EPM a une capacité à donner une vision à 360 degrés, 365 jours par an de l'activité, à savoir le reporting analytique, la consolidation de gestion ou statutaire, l'élaboration budgétaire, mais aussi des simulations de différents scénarios qu'on appelle les what-if analysis. Depuis un certain temps, un consensus est installé autour du rôle que chaque département d'une organisation doit avoir en ce qui concerne les prévisions. L'idée que tout le monde planifie est aujourd'hui largement partagée, que ce soit pour les RH, le marketing, la logistique ou le commerce. Et cette montée en puissance de l'ensemble des départements de l'entreprise dans la planification s'est traduit peu à peu par l'acquisition et l'implémentation par chaque service d'une solution EPM, selon ses besoins métiers spécifiques. Lorsque nous intervenons chez nos clients, constatons très régulièrement que chaque département possède son propre système d'information décisionnelle. Ce n'est pas un mal en soi parce que chacun veut apporter le maximum de valeur ajoutée dans son pilotage et sur son périmètre. Par exemple, des questions métiers liées au commerce sur l'analyse des ventes ne seront pas les mêmes que celles exprimées par les ressources humaines dans leur gestion des effectifs et de la masse salariale. Mais au final, chaque service possède sa propre solution EPM, utilise ses propres indicateurs de performance, parle son propre vocabulaire métier et consomme ses propres reportings. Donc on recommence à avoir des silos qui se reforment entre les différents services de l'organisation. On a tous connu dans une direction financière la difficulté et l'énergie déployée pour faire remonter des informations de l'ensemble des BU des services pour ensuite les consolider dans des délais de plus en plus courts avec le moins d'erreurs possible. Et tout cela se termine souvent par les mêmes cas d'usage, c'est-à-dire des envois interminables, des échanges de mails interminables auxquels s'ajoutent des tableurs, des feuilles de calcul complexes. Donc la complexité s'ajoute à la complexité. Donc fort de ce constat, on voit, on a des préconisations, en fait, des best practices qui vont s'articuler autour de plusieurs notions. Et la première d'entre elles sont les processus. Donc un processus, c'est par nature un ensemble d'activités transverses. On parle de processus de bout en bout, mais aussi de macro-processus lorsque la complexité et la volumétrie des activités requièrent ce type de regroupement. Et ce que souhaitent nos clients, lorsque leur taille devient significative, c'est d'avoir une vue d'ensemble de leur processus métier et des interactions entre eux pour les optimiser et les automatiser. Donc la clé, c'est d'intégrer, de coordonner l'ensemble des processus transverses et d'origine multiple sur une plateforme unique. On parlera dans ce cas d'une solution de Business Process Management, de BPM. Cette solution BPM, il faudra qu'elle soit scalable,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une exigence d'évolutivité, de mise à l'échelle de ces solutions, bien évidemment avec une culture de gestion de process, mais aussi la mise en place en fait d'une plateforme fonctionnellement agile et techniquement robuste. Des études montrent que la plupart des entreprises qui investissent et réussissent dans la mise en place d'une solution BPM commencent modestement avec une solution au niveau d'un département avant de la déployer dans l'ensemble de l'organisation, et ceci dans le cadre d'un programme global avec une volonté marquée de capitaliser et réutiliser ce qui a bien fonctionné à plus petite échelle. On aura aussi bien évidemment la collaboration, donc ça c'est primordial, on va même parler de social BPM, donc ce qui passe par l'adaptation au comportement des autres, mais aussi par le fait de mieux comprendre et d'appréhender les processus, les fonctions, les besoins de chaque service qui interagissent entre eux dans le cadre d'activités communes. Et donc une solution de planification financière collaborative doit être en mesure d'offrir des espaces de discussion, d'échange en temps réel, ceci pour faciliter la communication. La modélisation agile, eh bien, elle consiste à structurer, à cartographier les activités d'une organisation, généralement en utilisant une représentation très graphique pour présenter visuellement facilement l'enchaînement des tâches d'un processus. Et du coup, ça permet à l'entreprise de gagner en rapidité et en efficacité dans cette modélisation. Donc la simplicité, c'est très important parce que c'est une caractéristique de plus en plus demandée par nos clients. Car si nous partons du principe que chaque département planifie dans l'entreprise, tout le monde n'est pas nécessairement un financier habitué à l'utilisation d'une solution EPM ou BPM. Du coup, cette facilité de modélisation participe grandement à l'adoption d'une solution de planification financière parce que sans adoption des utilisateurs finaux, l'outil sera toujours dévoyé dans son usage, voire laissé de côté pour être finalement abandonné en quelques mois. Donc, il faut absolument favoriser l'adoption des utilisateurs, notamment en apportant un soin particulier à l'ergonomie de l'interface. Donc, pour résumer, aujourd'hui, le BPM permet à l'entreprise de gérer l'ensemble des processus métiers, mais aussi des systèmes d'information décisionnelle et permettre à l'organisation de mieux gérer, de mieux élaborer sa stratégie, d'élaborer ses plans, surveiller leur exécution. Et nous, chez Data Value Consulting, nous considérons que Longueview Plan s'inscrit clairement dans cette dynamique et demeure à ce jour une des solutions majeures du marché pour la gestion de la performance des organisations. Merci Benoît-Henri pour ces explications. Effectivement, nous considérons également Longueview Plan comme une solution qui, de sa philosophie, permet vraiment de répondre à des enjeux de processus métier et rendre le processus de planification budgétaire efficace. Donc, avant de passer à la démonstration, quelques mots sur Longueview. Longueview est une entreprise canadienne basée à Toronto qui fournit aujourd'hui des outils dédiés à la gestion de la performance, à la fois pour les services opérationnels et bien évidemment pour les services financiers. Longueview propose aujourd'hui 3 applications majeures. Une application dédiée au reporting fiscal qui traite notamment des sujets de prix de transfert, une application de consolidation statutaire et une solution de planification financière. Jérôme présentera aujourd'hui Longueview Plan qui est utilisé par de grands groupes tels que Veolia, Orange pour gérer l'intégralité de leur processus complexe. Je laisse la parole à Jérôme pour la démonstration. Donc bonjour à tous, Jérôme Cuquier. Je m'occupe de tout ce qui est Product Management et Solution Management sur la zone Europe. Et je vais aujourd'hui vous faire la présentation de la solution Longueview pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait. On va commencer juste par une petite introduction technique d'une minute. Longueview Plan est une solution qui est née dans le cloud, qui est 100% public cloud multi-tenant. C'est un point important pour les directions financières pour 2 raisons. Premièrement, parce que jamais, à aucun moment, vous aurez à vous occuper de savoir quelle est l'infrastructure sous-jacente. Est-ce que vous avez besoin de serveurs? Est-ce que vous avez besoin de plus d'espace de disque? Est-ce que vous avez besoin de plus de mémoire ou autre? Qu'importe, c'est nous qui gérons de toute façon. Ça signifie aussi que vous allez pouvoir vous connecter à cette solution juste à partir d'Internet Explorer, de Chrome, de Safari et rien d'autre. Donc strictement rien à installer sur vos ordinateurs et vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'infrastructure sous-jacente. Ça nous permet aussi, nous, de notre côté, d'ajuster les ressources en fonction des besoins clients. Et il y a un autre point très important avec ce type de solution cloud,
c'est qu'il n'y a pas de projet de migration à proprement parler. C'est-à-dire que si jamais vous devez passer d'une version à une autre, c'est nous qui nous en chargeons, c'est nous qui mettons à jour le cloud pour nos clients, et donc vous n'avez aucun projet de migration à réaliser. C'est entièrement pris en charge par Longview. Un autre point aussi, la solution que vous voyez, c'est une solution qui a été développée avec les tout derniers standards du web. On appelle ça du HTML5. C'est important parce que c'est ce qu'on appelle du responsive design, ce qui signifie en fait que l'interface utilisateur que vous voyez là à mon écran, ce qu'on appelle la landing page, ça va être exactement la même que vous fonctionnez sur un portable, sur un desktop au bureau, sur une tablette. Ça n'a strictement aucune importance. L'écran va s'ajuster complètement de manière dynamique à l'outil que vous utilisez pour le visualiser. Et bien évidemment, pour nous, ça signifie aussi que nous n'avons qu'une seule version de l'interface à gérer. Pour vous, en tant que client, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est entièrement utilisable sur des tablettes. Et bien entendu, ça permet d'unifier l'expérience utilisateur de notre solution. Alors, je me suis connecté à cette solution ici en tant qu'administrateur, donc je suis entre guillemets Dieu Tout-Puissant, j'ai accès absolument à tout. Et bien évidemment, ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des applications. Et chacune de ces applications, en fonction de votre profil utilisateur, vont apparaître ou vont disparaître. Il n'y a strictement aucune limite au nombre d'applications que vous pouvez développer dans notre solution. On vous donne accès à une plateforme. La seule limite, finalement, c'est le nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc, vous pouvez développer, par exemple, des applications de consolidation financière, de financial planning, de reporting, d'operational planning, de planning RH, de profitability modeling, d'activity-based costing. Vous pouvez développer absolument ce que vous souhaitez. En fonction de votre profil utilisateur et vos droits d'accès, si vous êtes par exemple responsable que du RH, vous ne verrez apparaître que l'application RH et rien d'autre. On va pour cette présentation aller dans le planning financier. On voit ici qu'on a plusieurs icônes qui vont me donner accès à la configuration, à l'administration. Là aussi, bien évidemment, en fonction de votre profil utilisateur, ces icônes vont apparaître ou disparaître. Si vous n'êtes pas en charge de l'administration, vous ne les verrez jamais. Et on va aller dans l'expense planning. L'expense planning, ici, on a ce qu'on appelle un business process structuré. Donc ici, on est sur un cycle octobre forecast 2018. Et si je vais par exemple sur le forecast septembre 2018, on voit que l'écran est un petit peu différent. Chaque étape, notre solution va vous indiquer, voilà, 88% a été déjà finalisé, 22% a juste commencé, 11% a commencé, etc. Et en fait, ces pourcentages, ils sont basés sur quoi? Dans mon exemple, ils sont basés sur le nombre de centres de coûts. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a un process d'expense planning qu'on va suivre par centre de coûts. Bien évidemment, on pourrait avoir quelque chose de complètement différent, suivi par business unit, par produit, par manager. Il n'y a strictement aucune limite à votre imagination et à la manière dont on peut configurer le système. Le cycle, il fonctionne pour une période et un scénario spécifique par centre de coût et à chaque fois, on voit qui a fait quoi. Voilà, telle étape a été complete, telle étape est pending approval, donc on attend que quelqu'un donne son accord pour passer à l'étape suivante. On voit qu'il y a d'autres étapes qui sont ici not started, etc. Je vais revenir sur le forecast d'octobre où là, vous voyez qu'on commence en fait à partir de zéro finalement. J'ai quelques étapes sur lesquelles j'ai le droit de bouger en arrière et en avant comme je le veux, le Global Driver, le Setup What If Model et le Year-End What If Modeling. Et tout le reste, pour le moment, est bloqué. Je ne peux pas y accéder parce que pour le moment, aucun centre de coût n'a progressé au sein de ce process. Alors, on va regarder plusieurs choses ici. D'abord, la possibilité de modifier directement la configuration. Donc, ça peut être, par exemple, la possibilité de rajouter un nouveau centre de coût pour faire une simulation. Je peux aller en mode Edit et rajouter mon centre de coût. Là, il y a quelque chose de très, très intéressant dans notre solution. C'est ce qu'on appelle l'administration décentralisée. Dans un outil classique, si vous voulez rajouter un membre à une dimension, que ce soit les centres de coûts, les produits ou autres, vous allez devoir donner accès à l'intégralité du module administration, même si cette personne n'est en charge finalement que de modifier une toute petite partie de cette dimension. Donc, elle pourrait, par exemple, juste rajouter un produit et rien d'autre. Donc, évidemment, c'est très dangereux. Donc, comment est-ce qu'on va contourner ça avec les solutions classiques? Finalement, vous allez devoir avoir un administrateur par business unit ou un administrateur central qui va devoir centraliser un paquet de tâches et qui va avoir des demandes permanentes. Rajoute-moi un centre de coût, rajoute-moi un nouveau produit, etc. Ce qui pose des problèmes en termes de ressources humaines, en termes de coûts, etc. Nous, on peut très bien dire,
un utilisateur ne peut accéder qu'à une partie de la dimension produit et ne pourra modifier que, par exemple, les produits, cette dimension produit par rapport à un besoin spécifique de sa business unit et rien d'autre. On pourrait jouer avec d'autres choses, par exemple ici, la possibilité de rajouter des nouveaux scénarios pour faire des simulations. On va maintenant passer sur mes global drivers. Donc c'est ici en fait qu'on va rentrer des drivers qui vont être utilisés plus tard pour des calculs. Là aussi, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du driver-based budgeting. Donc vraiment une élaboration budgétaire centrée sur des calculs de drivers qui vont permettre de calculer toute une série d'indicateurs à la volée de manière automatique. Là aussi, pas de limite au nombre de drivers que vous pouvez mettre en place. Et puis dans mon process, on va aller dans le year-end what-if modeling. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un écran où en fait je fais mon atterrissage de fin d'année sur mon forecast, octobre, novembre, décembre. Donc on voit ici que j'ai mon forecast d'octobre 2018. J'ai déjà une version what-if 1. En fait, j'ai déjà fait une copie de forecast sur what-if 1. Et puis, j'ai les données actual. Alors, un petit aparté ici. Les données actual, d'où elles proviennent directement de votre ERP, donc de votre système SAP, Oracle, d'une autre base de données, Sage, qu'importe. On a des connecteurs prédéfinis qui nous permettent d'extraire ces données transactionnelles et de les agréger par compte, par centre de coût, par produit ou par famille de produits. Tout dépendra évidemment de la configuration que vous allez mettre en place dans le système et de rentrer ces données-là directement dans notre solution. On verra tout à l'heure qu'on est aussi capable de faire ce qu'on appelle un drill back ou un drill through et donc de revenir aux détails transactionnels. On a des cellules qui sont en blanc et des cellules qui sont en jaune. C'est quoi la différence entre les deux? Les cellules jaunes, vous allez pouvoir faire de la saisie. Si par exemple, je vais sur la partie novembre et que je rentre un montant de 15 au lieu de la valeur de 10 que j'avais tout à l'heure, j'ai un petit triangle rouge qui m'indique en temps réel que les données ont été modifiées. On va regarder le montant ici qu'on a sur le total payroll qui est de 180 890. Je fais une petite sauvegarde et automatiquement, le total payroll est maintenant de 220 417. Pourquoi? Parce que j'ai des salaires qui sont calculés en se basant sur les équivalents temps plein. À partir de cette cellule-là, je vais pouvoir très facilement faire un audit et voir qui a modifié quoi. Donc j'avais une valeur de 10, j'ai maintenant une nouvelle valeur de 15. C'est monsieur johnadmark.com qui a fait la modification. C'est le login avec lequel je me suis connecté aujourd'hui. Je m'appelle John Smith et pas Jérôme Cuquier ici. Et on voit que cette modification a été faite à 11h25 du matin. Vous voyez ici mon horloge. Donc on voit que c'est vraiment du temps réel. Donc on a la possibilité d'avoir une traçabilité complète. Cette fonctionnalité, vous pouvez l'activer ou la désactiver à volonté en fonction du profil utilisateur. Par exemple, aux États-Unis, si vous voulez être compliant avec toutes les règles Sarbanes-Oxley, c'est obligatoire. En Allemagne, c'est interdit pour des raisons de sécurité et de traçabilité. Les ressources humaines interdisent en fait, entre guillemets, ce que certains clients appellent le flicage des utilisateurs parce que voilà, les réglementations du droit du travail local interdisent de faire ça. En France, on a des clients qui vont l'activer, d'autres qui vont la désactiver. C'est vraiment à vous de choisir. Un autre point important, on va avoir la possibilité très simplement de voir comment est-ce qu'une cellule a été calculée. Si je regarde mon total payroll, je fais un petit clic ici, je vais dans ce qu'on appelle le metric lineage et je vais pouvoir voir que ce total payroll, c'est quoi? C'est salary on wages exempt plus salary on wages non exempt. Je vais pouvoir désagréger ce calcul, voir les différentes valeurs qui ont été saisies et voir le calcul. Donc, par exemple, salary on wages exempt, on voit que c'est average salary exempt multiplié par exempt full-time equivalent divisé par 12, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir comme ça rentrer dans le détail. Donc, à n'importe quel moment, vous allez pouvoir voir comment une cellule est calculée. Ce qui est important ici, c'est que le calcul, contrairement à ce qu'on a dans Excel, n'est pas une formule qu'on a finalement dans le front-end, c'est une formule au niveau de la base de données, ce qui permet d'avoir l'unicité des valeurs, d'avoir qu'une seule version d'une valeur. Dans Excel, si vous avez un KPI qui est calculé dans une feuille Excel, vous n'êtes jamais sûr que dans la feuille Excel suivante, le KPI va être calculé exactement de la même manière. Ici, tout est fait de manière totalement centralisée. Un autre point important, on a la possibilité, par exemple, je vais me mettre sur cette cellule ici, d'avoir accès directement à la configuration. Donc là aussi, c'est quelque chose auquel je ne vais pas donner accès systématiquement à tout le monde, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir mon compte total payroll et de voir d'abord que ce compte-là, il est calculé en fonction d'une petite formule. Salary
un wages exempt plus salary and wages non exempt. Si je veux modifier ma formule, je vais pouvoir le faire à la volée très facilement. Je vois qu'ici, j'ai une petite croix rouge qui apparaît. Je vais en mettre plus. Il attend en fait que je lui donne une information complémentaire. Donc, par exemple, on va dire, oh, bah, tiens, je vais rajouter, bah, je sais pas, n'importe quel compte, RFR, qu'importe ici. Et on voit que la validation se fait de manière totalement dynamique à la volée. Là, ce que je viens de faire, c'est tout simplement de modifier un calcul. Ce calcul, on peut utiliser des if, else, des divisions, on peut faire énormément de choses et ça nous permet de faire strictement tous les calculs à la volée. Un autre point important, c'est que on n'a pas de cube dans notre application. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Tous les outils actuels du marché se basent sur des cubes multidimensionnels. Vous voulez faire du planning RH, vous allez faire votre planning par une série de dimensions, donc par exemple par l'entité, le centre de coût, la période, éventuellement la région, qu'importe. Si vous voulez faire du planning sales, vous allez devoir développer un autre cube. Évidemment, vous n'allez pas analyser vos ventes par type de position ou par centre de coût, ça n'a strictement aucun sens. Vous allez analyser vos ventes par produit, par canal de vente, par type de vendeur, j'en sais rien, ou par type de produit, etc., etc. Donc vous allez devoir développer un autre cube. Et si jamais vous voulez avoir un PNL qui reprend finalement l'intégralité de vos coûts et de vos profits, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir encore rajouter un autre cube, soit avec toutes les dimensions, mais alors dans ces cas-là, vous avez un cube gigantesque, soit un cube limité avec un nombre de dimensions limité. Et après, derrière, ces cubes, vous allez devoir les lier entre eux. Donc, si jamais vous modifiez une dimension, vous êtes bon pour remodifier tous les liens entre vos cubes. Si vous modifiez les comptes et que vous rajoutez une dimension, vous êtes bon pour refaire finalement quasiment tout le design de votre application. Nous, on fonctionne de manière complètement différente. Chacun des comptes a sa propre dimensionnalité. Vous pourriez avoir un compte vente avec 5 dimensions, un compte RH ici, Total Payroll. Vous voyez, on a scénario, mois, currency, cost center, region. Je vais aller sur un autre compte, par exemple, gross margin, ici. On va l'ouvrir et on va voir qu'ici, je n'ai pas du tout les mêmes dimensions. Cette fois-ci, j'analyse par produit et par client. Donc, on a quelque chose de complètement différent ici. Ce qui est intéressant, c'est que notre solution, de manière dynamique, va regarder quel est le plus grand dénominateur commun entre deux comptes. Et si jamais ces deux comptes doivent interagir entre eux, eh ben, automatiquement, l'interaction va se faire sur ce plus grand dénominateur commun. Ce qui nous permet d'avoir une flexibilité accrue. Ça va nous permettre de modifier un compte très simplement, de modifier la dimensionnalité d'un compte sans avoir à revoir l'intégralité du modèle. Et notre solution, quand vous avez des comptes avec des dimensionnalités complètement différentes, va se charger elle-même de définir le plus grand ou de trouver quel est le plus grand dénominateur commun et de faire les agrégations et les calculs sur ce plus grand dénominateur commun. Flexibilité en termes de modification, flexibilité en termes d'utilisation et flexibilité en termes de design. Un dernier point, et j'en aurai terminé avec cette partie configuration, je suis revenu ici sur ma métrique Total Payroll. On a vu un calcul qui a été fait sur un scénario spécifique, mais je vais pouvoir éventuellement, par scénario, définir des calculs complètement différents. Donc là aussi, c'est très intéressant. On va pouvoir dire, dans un cas, pour le scénario forecast, mon calcul, je le fais de telle manière, mais pour un scénario, par exemple, d'élaboration budgétaire classique ou un scénario de strategic planning, je veux que le calcul soit fait de manière différente. Donc, énormément de flexibilité à ce niveau-là. On va revenir sur l'écran précédent. On va parler encore de deux ou trois autres petites choses qui sont importantes. Bon, la possibilité éventuellement de saisir du commentaire à la volée directement à la ligne et aussi la possibilité de faire de la collaboration. Donc là, c'est quelque chose de très, très important dans notre outil, c'est la notion de collaboration. Donc là, je viens de terminer, par exemple, ma version What If. Je suis content avec les résultats et j'aimerais bien que monsieur Emeka Ajoku, monsieur ou madame Kate Abat et Lynn Leak, par exemple, je leur dis, regarde mon What If 1. D'accord? Donc, quand je vais faire un post, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ces trois personnes vont recevoir un email avec un lien. Elles vont cliquer sur ce lien et en cliquant sur ce lien, elles vont se retrouver exactement sur cet écran. Donc, on garde le contexte. Donc, au lieu de vous retrouver dans une situation où vous allez devoir prendre ce document, l'exporter au format PowerPoint ou au format Excel ou au format PDF,
le mettre dans un email, envoyer cet email, n'être jamais sûr et certain que la personne a la dernière version de l'écran, la dernière version de la saisie, etc. Nous, on fait tout de manière collaborative. Donc, c'est quelque chose de très, très puissant. Et on verra tout à l'heure ce que ça implique, notamment quand on fait du top-down et du bottom-up. Donc, toutes ces fonctionnalités sont vraiment standards dans notre système. Elles sont là par défaut. À vous de décider si vous voulez activer la collaboration à un moment ou à un autre. Une fois que j'aurai terminé avec tout ça, je vais pouvoir, par exemple, utiliser les petites règles de gestion, copier, par exemple, le what if dans le current forecast pour que ça devienne la version finale, ou nettoyer mon scénario et recommencer un nouveau scénario. On a toute une série de possibilités ici. Et puis, la possibilité aussi, éventuellement, de rajouter des documents non structurés, Word, Excel, PowerPoint, PDF, pour finalement donner une explication un peu plus détaillée à ce que vous avez fait dans votre forecast. Une fois qu'on a terminé ici, je vais demander un approval. Donc, je vais d'abord dire que le step est complete. On va revenir ici. Donc, on voit pour le moment que rien n'a bougé. Je ne peux toujours pas accéder aux étapes suivantes. Pourquoi? Parce que afin que je puisse accéder à l'étape suivante, il faut que le manager approuve l'étape. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure. J'ai un petit email qui va arriver. Ça prend quelques secondes. Et puis, bon, comme je suis connecté ici en tant qu'administrateur, Dieu Tout-Puissant, avec absolument tous les pouvoirs, je vais pouvoir tout simplement, voilà, décider et dire, je fais un approval. Et une fois qu'on a fait l'approval, regardez ce qui va se passer automatiquement et seulement pour le département Sales, seulement pour ce département-là, les autres étapes vont être ouvertes. On va passer à l'étape suivante. On va aller sur de l'Operational Labor Forecast. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on était multidimensionnel, qu'on n'avait pas de cube et que chaque métrique avait sa propre dimensionnalité. Mais on a aussi ce qu'on appelle un framework transactionnel. Quand vous réfléchissez bien, le planning qu'on fait au niveau des directions financières, c'est un planning par ADN qui est multidimensionnel. Donc, vous allez regarder par région, par produit, par centre de coût, on va dire à un niveau assez élevé. Vous voyez qu'ici, j'ai mon petit email qui est arrivé, qui m'indique qu'une action était nécessaire, etc., etc. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, le planning FP&A, habituellement, au niveau des directions financières, au niveau du DAF, il est fait vraiment de manière multidimensionnelle. Par contre, au niveau opérationnel, c'est quelque chose qui est habituellement par ADN transactionnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a défini tout à l'heure un labor forecast avec un salaire pour un top-down salary pour le département sales. D'accord? Et ici, maintenant, au sein du département sales, je vais pouvoir rentrer un bottom-up et donc dire je veux rajouter un nouvel employé à la volée. Et au fur et à mesure qu'on va faire des modifications employé par employé, je vais avoir une variance qui va être calculée. Voilà le top-down, voilà le bottom-up, voilà la variance. Et là, on va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer notamment avec la collaboration. Je vais pouvoir dire, ah bah tiens, voilà, je rentre 5 nouveaux employés, certains, le manager va les rejeter, d'autres vont être approuvés, d'autres sont dans un step request, d'accord? Et avec la collaboration, vous allez jouer, dire voilà, bah maintenant j'ai, mettons, un bottom-up de 800 000 et je vais expliquer pourquoi et je vais rajouter des documents et je vais faire une collaboration et je vais demander au manager éventuellement de modifier son top-down pour me donner un petit peu plus de flexibilité parce que j'ai de bonnes raisons d'avoir un nouvel employé, par exemple. Et on va pouvoir jouer là-dessus. Et c'est là où la collaboration intervient et devient extrêmement puissante, notamment dans tous les processus top-down, bottom-up. On va pouvoir visualiser ces données de manière un petit peu différente, pourquoi pas avec un timeline, d'accord? Et on va pouvoir même éventuellement faire un calcul de revenus qu'on va évaluer en fonction du nombre de vendeurs, puisqu'on est dans le département sales, du nombre de vendeurs qu'on va embaucher. Donc, ce qui permet éventuellement de justifier pourquoi est-ce qu'on veut avoir de nouvelles personnes. Je vais passer sur l'étape suivante. On va faire un complete ici. On va passer à l'étape suivante. Donc, soit je peux y accéder comme ça, soit éventuellement, je peux passer directement ici. Ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemblerait sur une tablette. L'actual, il est bloqué. Le forecast de fin d'année, octobre, novembre, décembre, donc l'atterrissage de fin d'année, bloqué. Le forecast sur les mois suivants, ouvert. On voit que les cellules sont en jaune. Et ici, je vais pouvoir très facilement jouer. Donc dire, par exemple, bah, tiens, j'aimerais bien ajuster par 20%. Hop, on va faire une petite modif. Voilà. Automatiquement, je vois mes cellules qui apparaissent en jaune. Ou alors dire, je veux, par exemple, distribuer
j'en sais rien, une valeur de 120 full-time equivalent en appliquant la même distribution que j'ai aujourd'hui, etc., etc. Donc, on fournit toute une série d'aides à la saisie qui peuvent se faire soit en temps réel, avec des allocations en temps réel, soit via des batchs éventuellement qu'on va lancer lors d'un process spécifique. J'en ai terminé avec cette étape-là. Je vais vous montrer 2-3 petites choses supplémentaires. On va fermer cette étape, passer à l'étape suivante. Hop, ici. Éventuellement, avoir un petit tableau avec des variances, avec des cellules qui vont apparaître en rouge, en vert pour me dire tout va bien, etc., etc. De nouveau, on va jouer ici, complete. Hop, passer à l'étape suivante. On va par exemple passer sur les allocations IT. D'accord. Donc la possibilité de faire des allocations entre centres de coûts ou par exemple faire des occupancy allocations sur d'autres départements. On va passer de nouveau à l'étape suivante. Je vais vous montrer quelques rapports types qu'on va pouvoir utiliser. Donc d'abord évidemment un PNL qui est un petit peu plus formaté, un petit peu plus joli, avec du color coding, etc., avec des surlignages, on pourra pouvoir un petit peu jouer à ce niveau-là. Tout ça, éventuellement, vous allez pouvoir à un moment ou à un autre l'exporter au format Excel, l'imprimer au format PDF ou le mettre dans un playbook. Je vais revenir tout à l'heure sur cette notion de playbook. Et puis, je vais vous montrer des petits documents d'analyse. D'abord, ce qu'on appelle le storyline. Ça, c'est typiquement le type de document que vous allez donner à un groupe contrôleur ou à un directeur financier ou au management avec des KPI, de jolis petits graphiques, la possibilité d'avoir un classement automatique entre les meilleurs produits ou les meilleurs centres de coûts, etc., etc. D'accord. Donc, il faut imaginer de nouveau ce que ça donne sur une tablette, très simple à visualiser, très simple à utiliser. Okay. Ou alors, par exemple, ce qu'on appelle une désagrégation multidimensionnelle guidée. Je vais avoir des indicateurs, j'ai des écarts. Automatiquement, il m'indique sur quel indicateur j'ai l'écart le plus important. Là, je suis en train de comparer le forecast d'octobre par rapport à mon forecast de septembre. Et puis, je vais pouvoir descendre dans la notion ici de centre de coût et éventuellement changer de dimension. Regardez par location géographique ou autre. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle du glisser-déplacer, du slice and dice. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on garde le chemin d'accès à votre analyse. Et là aussi, il faut bien imaginer ça dans le contexte d'une collaboration. Vous trouvez une erreur quelque part, vous faites une collaboration, la personne va recevoir un lien, elle va cliquer sur ce lien, elle va ouvrir ce document et elle va voir comment est-ce que vous avez réfléchi, comment est-ce que vous avez trouvé l'écart, où est-ce que vous êtes allé, plutôt que de devoir elle-même refaire toutes les recherches, etc., etc. Voilà. Donc, on a fini sur cette première partie. On va revenir ici sur l'expense planning. Je vais vous montrer quelque chose aussi qui est important. On va aller sur mon revenue planning, donc qui est un autre process. On n'a pas le temps de passer au travers de l'intégralité de ce process, mais je vais juste aller sur le management target setting. Et là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le revenue quota, ici, cette ligne, vous voyez que volontairement, je l'ai mis en mauve pour qu'elle ressorte un petit peu, qu'elle flash un petit peu. Ce montant, il vient d'où? Eh bien, en fait, il vient du détail transactionnel qu'on a rentré il y a 1 minute, employé par employé, pour le sales department. Et c'est là où le fait qu'on n'ait pas de cube signifie qu'on n'a en fait qu'une seule base de données, qui nous permet d'unifier, si vous le souhaitez, l'intégralité de vos process. Donc, vous faites un process RH. Les données de ce process RH peuvent très bien intervenir dans le revenue planning. Pourquoi? Parce que le nombre de vendeurs que vous allez embaucher va avoir un impact et ça va permettre éventuellement de faire des comparaisons. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment une spécificité de notre solution. Une seule base de données, des business process qui vont permettre de manière transversale d'organiser le travail des différentes équipes, d'accord? Et tout ça de manière totalement unifiée. On va terminer par les playbooks et quelques rapports. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait exporter les données au format PDF, etc., ou à d'autres formats. On a aussi la notion de playbook. Ça, c'est quelque chose de très, très sympa. Donc là aussi, c'est vraiment fait, ça a été conçu pour être utilisé sur une plateforme mobile. Les graphiques, en plus, sont totalement variables. On a même un waterfall. Donc, on a vraiment plein de possibilités ici. Et vous imaginez très bien ce que ça donne sur une tablette. L'autre point ici que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'avoir un dashboarding nettement plus évolué. Donc, on va aller un tout petit peu plus loin ici.
on va lancer des dashboards un petit peu plus compliqués, dashboards qu'on pourra éventuellement plus tard partager au format Word, au format PDF, par email, au format Excel ou autre. Ça va apparaître dans quelques secondes. Et là, on va finalement configurer des choses un petit peu différentes avec des petits camemberts, des indicateurs, des petites flèches qui vont vers le haut ou vers le bas. On a même la possibilité, par exemple, d'avoir quelque chose d'assez sympa. J'aime bien ça, on l'a mis en place chez plusieurs clients aux États-Unis et au Canada, où on va utiliser éventuellement Google Maps pour ressortir les données. D'accord. Donc, on voit ici les petites bulles et puis la partie Product Analysis, où là aussi, on va pouvoir avoir quelque chose d'un tout petit peu différent, avec une analyse un petit peu différente en termes de graphisme, soit ce qu'on appelle une heat map, soit des bubble maps, où vous allez par exemple regarder ben voilà, la partie sur les revenus de mes différents produits. Bon, on a un nombre quasiment illimité finalement de types de graphismes qu'on peut mettre en place, et tout ça pourra être éventuellement partagé plus tard au format Word, au format PDF ou autre. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation, on va dire, très high level. Donc, je repasse la main au modérateur. N'hésitez pas à poser des questions. Merci Jérôme pour cette démonstration. Alors, en résumé, ce que nous pouvons retenir de la solution, hein, c'est bien sûr sa capacité à supporter les processus d'affaires sans aucune limitation, à la fois volume de données ou nombre d'utilisateurs, avec bien évidemment beaucoup de fonctionnalités collaboratives, hein, bien évidemment, et qui permettent bien sûr aux utilisateurs de communiquer efficacement, rapidement, et par conséquent travailler ensemble de manière très flexible. Alors, pour illustrer ces points, quelques cas clients concrets. Alors, dans un premier temps, nous avons un grand groupe de télécommunications français. Ce grand groupe a dû modifier à plusieurs reprises ses processus budgétaires et de prévision au cours de ces 4 dernières années, essentiellement pour soutenir ces changements massifs d'organisation. Il traite aujourd'hui plus de 700 processus budgétaires et avec plus de 2000 utilisateurs. Le deuxième cas client, c'est aussi une grande société française dans le secteur de l'énergie qui aujourd'hui utilise Longue du Plan au travers de 600 utilisateurs qui se connectent en simultané pour remonter tout leur processus budgétaire. Ils gèrent également de nombreux processus. Le troisième cas, c'est un grand groupe de distribution américaine hein, qui remonte aujourd'hui plus de 15 milliards de lignes, 5 fois par jour. Alors, c'est pour supporter leur initiative Big Data. En résumé, voici quelques cas d'usage. Alors, on pourra expliciter les points pour ceux qui le veulent. Ce que nous allons faire aujourd'hui, en tout cas maintenant, c'est passer à la session questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole aux experts et je vous laisse bien évidemment poser l'intégralité de vos questions. Alors, il y a une première question qui concerne le nombre d'utilisateurs connectés simultanément. Donc, est-ce qu'on a actuellement des exemples d'applications avec plus de 200 connexions concurrentes? Oui. On a quelques clients avec plusieurs milliers d'utilisateurs aujourd'hui. On peut monter facilement à 400, 500, 600 connexions concurrentes sans strictement aucun problème. Il faut bien voir que le fait qu'on gère différents business process nous permet aussi de gérer ça de manière simple. Et l'autre point très important, c'est que notre architecture public cloud multi-tenant, elle signifie une chose qui est très très importante, c'est que si on voit par exemple que sur un cloud, on a un client avec un pic d'utilisation important, donc on a des outils hein, pour monitorer tout ça dans le détail, et que tout d'un coup on a un client avec 300, 400 ou 500 utilisateurs connectés simultanément, on va être capable, si besoin, de réallouer quasiment en temps réel les ressources CPU, les ressources mémoire, les ressources disques sur un tenant ou un cloud spécifique. Donc, en résumé, oui, plus de 200 connexions simultanées, oui, on a plusieurs clients. Si vous êtes intéressé, on pourra vous donner des noms un petit peu plus tard et éventuellement rentrer dans plus de détails et dans des cas d'usage. Donc là, on a une question sur la durée moyenne d'un projet BPM. En fait, c'est très variable, hein, ça dépend du scope et des processus qui seront intégrés dans celui-ci. On a des cas où on a des clients qui ont commencé avec un processus bien défini et ont pu mettre en place celui-ci en 3 mois.
environ. Mais à partir du moment où cette solution permet de gérer de multiples processus, cela peut prendre vraiment une très très grande ampleur. Donc en clair, vous pouvez commencer sur un périmètre bien maîtrisé et ensuite enrichir l'application à votre rythme et en y associant tous les métiers. Je vais rajouter un point. Nous proposons aussi des applications prédéfinies. On a par exemple une application RH qui permet toute la gestion budgétaire et la planification RH. Cette application a été utilisée chez un de nos clients en France, par exemple, et ils ont pu la déployer, je crois, en 6 ou 8 semaines maximum. Et donc, ça permet évidemment d'accélérer le déploiement. On propose aussi des business logiques qui sont déjà prédéfinis, par exemple pour les éliminations intragroupes, pour la conversion des devises, pour les allocations, qui permettent aussi d'accélérer le déploiement. Mais comme le disait tout à l'heure Benoît, on a bien évidemment beaucoup de clients qui vont commencer par une application, par exemple que l'OPEX, et puis qui vont développer du CAPEX, du project planning, du RH, du reporting financier, de la consolidation financière, du tax, etc., etc., et qui vont finalement élargir. Donc je dirais que ça peut être un chantier sans fin, qui vit, et c'est, on va dire, le meilleur des cas possible, parce que finalement, c'est-à-dire que votre application est vivante et que les choses avancent, ou alors vous développez juste une application et puis vous la gardez, et puis ça peut aller très très rapidement. Et justement, par rapport à ça, on a une question sur les best practices projets. Donc nous, on part du principe chez DataValue et je pense aussi Limpida que la première chose à faire, c'est fonctionner en agilité, c'est-à-dire par itération. Donc sur des cycles courts de quelques semaines, ce qui permet de prototyper en fait l'application et les solutions très rapidement et de visualiser les résultats. Le deuxième point, et on le répète, vous l'avez compris, c'est vraiment de raisonner process. Qu'est-ce que j'ai en entrée et en sortie pour chaque étape, qu'est-ce que cela signifie en termes d'indicateurs, de dimension d'analyse, de source ou de calcul. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser lorsqu'on entame un projet de transformation digitale lié au BPM. Alors, je vais juste rajouter un point sur la partie agilité. Cette agilité, elle est particulièrement facile à mettre en œuvre dans les projets avec notre solution, justement parce qu'on n'a pas de cube. Quand vous avez des cubes, vous allez devoir de manière, on va dire, proactive, essayer de réfléchir à toutes les dimensions possibles et inimaginables que vous allez devoir mettre en place aujourd'hui et dans des process futurs. Et évidemment, quand les choses changent, ben vous êtes bon pour mettre votre blueprint à la poubelle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez un des clients qui a essayé de mettre en place une solution allemande par 3 lettres qui commence par S et qui finit par P. Ils ont mis plusieurs mois à faire les blueprints. Ils n'ont jamais réussi à le figer pour une raison très simple, c'est que leur management, tous les 6 mois, évoluait et demandait de nouveaux axes d'analyse, de nouvelles dimensionnalités. On a mis en place la solution Longview en à peu près 3 à 4 mois. Ils avaient un PNL qui sortait finalement tous les centres de coûts, par région, par produit, par centre de distribution, par channel de distribution. Et ça a été fait très très rapidement. Et cette solution continue d'évoluer, elle continue de vivre, il continue de rajouter des dimensions ou de modifier le plan de compte et les métriques, et ce de manière très simple. On va encore reprendre deux dernières questions concernant l'hébergement des données. Donc on avait une question par rapport à ça. Alors, l'hébergement des données, 2 possibilités. Aujourd'hui, on travaille en Europe principalement avec Amazon Web Services, AWS. Il faut bien savoir que les données sont hébergées en Europe, selon la réglementation européenne, qu'Amazon Web Services Europe est une entité juridiquement et légalement totalement indépendante d'Amazon Web Services US, ce qui signifie qu'en fait, à aucun moment, Amazon Web Services US ne peut accéder les données d'Amazon Web Services Europe. Donc ça, c'est un premier point. On a aussi la possibilité, on travaille chez certains clients avec OCBS, Orange Cloud Business Service. Mais notre solution étant, on va dire, structurellement public cloud, on pourrait très bien travailler avec d'autres fournisseurs, Microsoft Azure, IBM ou autres. C'est tout à fait possible, c'est envisageable, on peut le mettre en place. C'est quelque chose qu'on ferait éventuellement pour certains clients en fonction de la taille. Mais aujourd'hui, nos acteurs préférés sont Amazon Web Services et Orange Cloud Business Service. Et donc une dernière question, c'est vrai que c'est très en vogue, hein, c'est normalement une question que se posent souvent nos clients concernant l'existence d'une version de longue vue pleine en mode on-premise ou si c'est que du cloud. En fait. C'est que du cloud. On ne fait pas de on-premise.
on ne fait pas de private cloud. Il y a une raison très simple à ça, c'est qu'à partir du moment où vous faites du on-premise ou du private cloud, nous n'avons plus la possibilité finalement d'accéder de manière totalement libre aux tenants et donc de réallouer si besoin des ressources additionnelles. Il faut bien comprendre qu'en travaillant avec Amazon Web Services ou un autre fournisseur public de cloud, on a accès à des ressources quasiment illimitées en termes d'espace disque, de mémoire et de CPU, ce qui nous permet d'ajuster très simplement et très rapidement les ressources pour un tenant ou un client spécifique en fonction des besoins. Ce qu'on ne pourrait pas faire sur du private cloud ou sur du on-premise. Très bien, merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Benoît-Henri. Nous arrivons à la fin de notre session, de notre webinaire. Nous tenons encore une fois à vous remercier tous d'avoir participé. Nous allons bien évidemment vous faire parvenir le replay pour ceux qui le veulent. En tout état de cause, si vous voulez des informations complémentaires à la fois sur les offres de Data Value Consulting, Limpida ou de Longview Solutions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En tout cas, excellente journée à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.